Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. Mesdames, Messieurs, bonsoir Léa, bonsoir. Bonsoir chère Tidiane, bonsoir également à vous chers téléspectateurs. Voici les titres de cette édition. Affaire des 11 supposés homosexuels arrêtés à Kaolack. Ils ont quitté le commissariat à 16h cet après-midi pour rencontrer le procureur. Nous serons en ligne avec Ibrahim Diamé pour plus d'explications. Naufrage à Goudomp, une pirogue a chaviré ce lundi sur la traversée d'Iredi-Simbanding-Balante. 2 personnes portées disparues, 23 ont été sauvées. La veille, une autre pirogue a aussi chaviré, faisant 2 morts. Hassan Dioma Ndiaye qualifie de violation et antidémocratique la sortie du procureur sur l'affaire Omar Sarr. Pendant ce temps, les libéraux de Bambey exigent la libération du coordonnateur général du PDS. Basket, les championnes d'Afrique honorées cet après-midi par le chef de l'État. Chacune a reçu, en plus d'une prime de 10 millions de francs CFA, une maison d'une valeur de 20 millions. Et puis en fin d'édition, à suivre la rétrospective de l'actualité sociale de l'année 2015. Un front social où la tension a parfois monté à son paroxysme. Voilà le sommaire de cette édition. Dans quelques instants, le développement. Bienvenue à toutes et à tous, direction Kaolack avec cette affaire des 11 supposés homosexuels arrêtés donc à Kaolack. Ils ont quitté le commissariat à 16h, direction le tribunal où ils doivent rencontrer le procureur. Ibrahim Diamé, vous êtes en ligne, bonsoir. Bonsoir, cher Tidiane. Alors Ibrahim, est-ce que vous pouvez nous donner plus d'explications sur cette affaire? Oui, effectivement, vous l'avez dit, cher Tidiane, nous venons juste de quitter le tribunal régional de Kaolack où les 11 présumés homos viennent d'être donc débarqués. Donc, ils sont en train de faire face au procureur de la République en attendant donc la décision du procureur s'ils vont donc bénéficier d'un retour de parquet ou bien s'ils vont donc avoir un mandat de dépôt. C'est ce que nous sommes en train d'attendre justement. Mais auparavant, il faut dire que, cher Tidiane, la journée d'aujourd'hui a été une journée marathon pour, en tout cas, les éléments de la police centrale, du commissariat central de Kaolack, parce qu'il a fallu 6 heures de tour d'horloge, donc pour arriver à exfiltrer donc ces présumés homos de la foule. Donc la police de Kaolack a cherché tous les stratagèmes pour en tout cas éviter le caillassage de la foule, parce qu'il faut le dire, il y avait une foule immense devant les locaux du commissariat central de Kaolack qui était déterminée à s'en prendre donc à ces présumés homos qui devaient sortir du commissariat central, cher Tidiane Diaw. Merci Ibrahim Diamé, nous suivons cette affaire avec vous. Certainement, nous allons vous retrouver dans nos prochaines éditions. Naufrage d'une pirogue à Sédhiou, Léa. Les recherches se poursuivent. 23 personnes sauvées pour le moment par les secours. Oui, hier dimanche, une autre embarcation chavirait dans la région de Sédhiou. 2 personnes ont perdu la vie depuis 48 heures. Les conditions météorologiques ne sont pas favorables pour naviguer. Suivons ce reportage de notre correspondant Bakary Conté. 2 personnes, un homme et une femme, sont portés disparus depuis ce matin entre la traversée de Simbandi-Balante et Djiredji. Ils étaient au total 25 passagers à bord. Les populations se sont organisées avec l'aide des pêcheurs pour sauver 23 personnes. Des éléments de la 43e compagnie d'incendie et de secours de Sédhiou sont à la recherche des 2 disparus. Hier, un autre naufrage a eu lieu à Salobeno, dans la commune de Diakounda. 2 jeunes pêcheurs de la famille Sané ont trouvé la mort. Rappelons que les naufrages de pirogues sont devenus monnaie courante dans la région de Sédhiou, une région entourée de cours d'eau. Chaque année, plusieurs cas de naufrage sont enregistrés dans la localité et parfois des morts sont notés. Depuis hier, les conditions climatiques sont défavorables à la pêche ici dans le Pakao. Sortie du procureur de la République sur l'affaire Omar Sarr, Léa, les réactions ne se sont pas fait attendre. Une violation et une atteinte à la démocratie, selon maître Hassan Dioma Ndiaye, qui estime que l'immunité parlementaire d'Omar Sarr n'aurait pas dû être levée. Sa réaction dans ce reportage signé Al-Hassan Baye Mardia. Il faut l'affaire Omar Sarr, mais affaire
L'avocat à la Cour se prononce sur la question. Le coordonnateur du Parti démocratique sénégalais, Oumar Sarr, poursuivi pour des faits flagrants, doit passer par l'instruction, contradiction ou non. L'article 381 du Code de procédure pénale dit clairement que la personne, s'il est arrêté et déféré devant le procureur, et s'il est mis sous mandat de dépôt, il est traduit à la plus prochaine audience. Peut-être si la personne est en fuite ou si on a un problème pour identifier la personne, dans cette hypothèse, on aurait imaginé une information, mais en l'espèce, je pense qu'on ne pouvait pas imaginer ou envisager une procédure d'information. Et donc, pour dire que c'est notre problème à notre niveau, c'est surtout que la nécessité de la levée de l'immunité parlementaire dépendent de l'appréciation du procureur. Et je pense que ça, c'est extrêmement grave pour la démocratie et pour la protection qui est offerte aux parlementaires. Justement, parlant de l'immunité parlementaire du député libéral, la robe noire parle d'un renouvellement. La demande de levée de l'immunité est relative aux faits pour lesquels cette immunité est sollicitée et les faits pour lesquels l'Assemblée a été amenée à délibérer. Donc, s'il y a une nouvelle procédure ou de nouveaux faits, évidemment, il faut renouveler, faire une autre demande qu'on peut appeler une demande supplétive de levée de l'immunité, mais en aucun cas, la levée ne peut pas être perpétuelle. Le procureur de la République, Serigne Bassirou Gueye, a fait sa sortie samedi dernier sur la RTS1, un discours analysé par le directeur de publication de la Gazette. Il est dans sa communication parce que certaines choses qui peuvent se dire à l'intérieur de son cabinet, vous ne pouvez ni moi savoir exactement quels sont les propos qui ont été tenus, qui font que l'homme adopte souvent une posture par rapport aux informations qu'il détient et en essayant également de gérer son environnement. C'est ce qu'on peut retenir de la sortie du procureur Bassirou Gueye, qui me semble être également un pas assez intéressant, peut-être dans le futur, pour la relation avec les citoyens de manière générale. Violation et atteinte à la démocratie, c'est tout de même la conviction de Maître Assane Dioma Ndiaye sur le commentaire du procureur, et pour cela, les parlementaires sont tous appelés à réagir sur la question. Et puis, Assemblée générale à Bombay de la Fédération du Parti démocratique sénégalais, les libéraux réclament le retour au pays du secrétaire général du parti, Abdoulaye Wade, première victime selon eux dans l'affaire Lamine Diack. La libération d'Oumar Sarr est également exigée. Retour sur cette Assemblée générale avec nos correspondants Mohamed Jodiop et Salah Samba. Le Parti démocratique sénégalais se prépare au combat. Pour la fédération départementale de Bambey, l'heure est à la mobilisation des troupes pour la libération du coordinateur du parti, Oumar Sarr. Sous le contrôle de Monsieur le Président de la Fédération, devant les élus, les jeunes, les femmes, les anciens, de vous engager à combattre l'arbitraire, de vous engager à libérer les otages politiques. Les otages politiques dont le dernier consacré, M. Oumar Sarr. Après notre frère Karim Wade, Toussaint Manga, Victor Saïdou Diouf et les autres, voilà qu'on vient d'emprisonner Oumar Sarr. Le coordinateur du PDS en prison, les libéraux de Bambey réclament le retour du secrétaire général, Maître Abdoulaye Wade. Il faut que Abdoulaye Wade vienne au Sénégal. Il faut qu'il descende. Il faut qu'il nous revienne. Qu'il nous revienne pour porter son manteau de victime, pour prier pour nous. La fédération PDS de Bambey demande enfin la lumière sur l'affaire Lamine Diack. Pour ces libéraux, une commission d'enquête parlementaire s'impose pour que cette histoire de financement occulte de la campagne de l'opposition en 2012 soit tirée au clair. Oumar Sarr, le coordonnateur général du PDS, sera libéré après avoir été entendu par la justice. C'est ce qu'a déclaré le secrétaire exécutif de la Sécurité nationale. C'était lors d'un meeting organisé pour la réélection de Macky Sall où les populations ont réclamé des routes et une antenne pour le réseau téléphonique. Plus d'explications avec Bakary Conté et Salah Samba.
Venu présider ce meeting, Ali Camara, président national du MPC, Mouvement pour le Parti de la Construction de la mouvance présidentielle, pense que Omar Sarr, coordinateur du PDS, sera bientôt libéré, une fois entendu par la justice. Nous pensons que ce qui est arrivé à Omar Sarr n'est qu'un épiphénomène. C'est un simple épiphénomène. Il s'agit simplement donc d'aller à un niveau de discussion. Et avec les discussions qui vont s'établir dans les jours qui viendront, naturellement, ça deviendra un mauvais souvenir. Je n'appelle même pas sa libération, je pense simplement qu'il va être libéré. Parce que c'est un citoyen qui, même s'il est en faute, la justice n'est pas là pour simplement punir, mais la justice est là pour redresser et pour élargir les gens et les amener simplement donc sur le droit chemin. Keba Davo, président du mouvement politique Wato Sita, réclame la construction des routes et une antenne pour le réseau téléphonique à Kandjounkou. Cette route qui est derrière nous, qui est la première route régionale qui relie Ziguinchor, Kolda, Dakar, doit être faite pour l'histoire. Cette route qui est derrière nous, qui quitte Ziguinchor jusqu'à Kolda, en passant par Diakounda, Inor, Bonna, Kandjounkou, Kandjadji, Bakhtaji, Touba Fodé, jusqu'à Kolda, qui a 38 villages, des gros villages, des villages religieux, des foyers religieux, des villages de ce qu'on appelle d'université islamique et coranique, 38 de part et d'autre. Depuis 52 ans, n'a même pas eu une brouillette de gravion renversée sur cette route-là qui est là derrière moi. Une forte mobilisation du MPC, Keba Dabo, président du mouvement Wato Sita, qui signifie il est temps, promet de multiplier ces genres d'initiatives pour faciliter la réélection du président Macky Sall. 28 décembre 2007, 28 décembre 2015, voilà 8 ans que nous quittait Serigne Saliou Mbacké, un homme multidimensionnel et pris de valeur et de justice. Abdoulaye Diagne, responsable Hizb ut-Tarqiyyah, et Oustaz Hassan Seck témoignent de la grandeur de l'homme au micro d'Aïssatou Paye Fall. turam daf ko wuyu si ndax Salihu boo ko xoolee mooy ku tedd ki mooy ku sell ki ba gis nga sax bokk na. Même son prénom en dit long sur l'homme, car Saliou signifie le religieux, le pieux. On dit d'ailleurs que Serigne Saliou suit la même trajectoire que le fondateur du mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba. C'était visible dans son comportement de tous les jours. Saliou moom mooy Serigne Touba loolu te ku ne xam na ne wuyu woon na turam ci waxinam si doxalinam waaye itam si jëfam nga xam ne lépp dafa selloon. témoignage yi ci Serigne Saliou buñ koy wax duñ am fuñ commencé duñ am fuñ am ndax Serigne Saliou jëmmam. Il ne cessait de louer Dieu, il avait toujours entre ses mains le Saint-Coran. Il le revisitait à tout moment. Et tout musulman doit suivre cet exemple qui nous mène vers le Seigneur. Serigne Saliou nag ni mu melaloon xale yi ci boppam parce que daan na wax ni li Sëñ Tuubaa def ci mag ñi jox leen ma xale yi ma def leen noonu ci ñoom kon kooku moo lay wan ni liggéeyam liggéey bu mag la woon. xale yi moom ku leen bëggoon la. Il chérissait beaucoup les enfants et d'après même un talibé, un jour le petit s'est enfui de son dara pour aller rejoindre Serigne Saliou. Il le considérait comme son propre parent. ndax jàpp na ne moom mooy ndeyam mooy baayam. bëggam alquranul karim ndax bari na ay nataalam yoo xam ne boo ko xoolee sax da nga koy gis mu yor téere bu sell bi bu tedd bi di ko jàng waaye itam di ko settantal loolu nekk mbir moo xamante ni bu am solo la waaye itam loo xamante ni jullit bu nekk taalib bu nekk war nga ko siy roy ndax ab jullit day bëgg alquran waaye itam ab jullit day bëgg suñu borom subhanahu wa taala. À Louga, les préparatifs de la 33e édition du Magal de Djéwol vont bon train, un événement qui commémore la rencontre de Khadimoul Rassoul et de l'homme blanc à Toundou Djéwol. Situé à 50 km de Louga, le village de Djéwol est en passe de devenir une cité religieuse. Plus de détails avec notre correspondante Tierno Fall. Depuis 1984, la communauté mouride de Louga organise le Magal de Djéwol qui commémore la rencontre de Cheikh Ahmadou Bamba et l'armée coloniale le 10 août 1995. C'est un événement majeur dans l'agenda culturel mouride qui draine des milliers de personnes chaque année. Pour rendre hommage à notre vénéré Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul, dont le profit tiré de ce séjour de Djéwol rejaillit à travers le monde. Ce grand événement religieux a été initié par les talibés mourides de Louga avec la bénédiction de Serigne Abdoul Ahad Mbacké qui avait confié l'organisation au Kourel de Djéwol. Depuis 1984, le Magal s'organise
sous la direction éclairée de Serigne Papa Kodelo, avec le ndigal renouvelé des khalifes de Serigne Touba qui se sont succédés. Tous les talibés lui renouvellent leur confiance. Au-delà du Magal, la fédération dirigée par Serigne Papa Kodelo a pris l'initiative de faire du site de Djewal d'une cité religieuse. Toute personne ou institution qui désire s'investir à ce grand chantier est priée de s'adresser à la structure de Djewal ou à Serigne Kodé lui-même. Serigne Kodé demeure le président légitime du Kourel et dirige les travaux de Touba Djewal. Il n'a délégué personne et nulle part pour parler au nom de Djewal ou solliciter quoi que ce soit auprès des talibés ou des autorités de la République. Tundu Djewal se situe à 50 km de Louga entre Thiamène et Koki. Il est considéré dans l'histoire du mouridisme comme le théâtre de la défaite de Satan et de ses sipos. C'est ce jour retenu comme celui de la victoire qui sera célébré le samedi 6 février 2016. Et puis direction le village de Cœur Cher Omar Touré dans la commune de Paoskoto et où un poste de santé vient d'être construit. Un poste de santé construit par un fils du terroir pour venir en aide à plus de 35 villages en soins médicaux. Des explications avec Fatou Bintou Conté et Yaya Diallo. Les populations de Cœur Cher Omar Touré, un village du département de Nioro dans la commune de Paoskoto, ont inauguré dans une ambiance carnavalesque leur poste de santé flambant neuf, construit par un fils du terroir. Tout habitant du village qui a les moyens doit participer à son développement. C'est pourquoi j'ai pris l'initiative avec un ami de mettre en place une case de santé. Un ouf de soulagement pour ces villageois qui éprouvaient d'énormes difficultés pour se faire soigner. Nous sommes vraiment contents. C'est nous-mêmes qui devrions le faire en tant que collectivité locale. C'est un beau centre de santé et la mairie doit participer à l'entretien. Cela va motiver les autres à faire pareil. Nous demandons à tous les habitants de venir se soigner ici. Toute personne malade peut venir se faire consulter. Ce poste de santé bien équipé, selon l'ICP, l'infirmière chef de poste, va leur permettre d'avoir un plateau médical digne de ce nom. Le poste est bien équipé. Il a acheté tout le matériel nécessaire pour le poste de santé. Il a même acheté ce qu'on ne lui avait même pas prescrit. C'est un soutien considérable pour les populations. Le matériel est sophistiqué. D'ailleurs, nous pouvons dire même que c'est le seul poste de santé où il y a des caméras de surveillance dans le département de Nioro. C'est le seul poste où il y a des caméras de surveillance. Avec ce poste de santé, plus de 35 villages vont bénéficier de soins médicaux grâce à l'appui d'un des leurs. L'actualité internationale nous mène en Amérique du Sud avec des inondations dévastatrices aux États-Unis où des tornades ont fortement atteint le sud-est du pays. Mais d'abord, direction le Niger où la demande de liberté provisoire de l'opposant Hama Amadou a été rejetée. L'actualité hors de chez nous, c'est avec Daniel Diouf. Ce lundi, la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Niamey a mis en délibéré au 11 janvier la demande de liberté provisoire d'Hama Amadou, incarcéré à 180 km de Niamey. Par ailleurs, 5 de ses collaborateurs sont toujours emprisonnés en lien avec la tentative de coup d'État que le pouvoir a annoncé avoir déjoué le 16 décembre. Le candidat à la présidentielle soupçonné dans une affaire de trafic d'enfants avait vu sa première demande de liberté provisoire rejetée le 9 décembre par la Cour de cassation, qui avait alors orienté ses avocats vers la Cour d'appel. Jusqu'ici, il n'a encore été présenté à aucun juge, selon son avocat. Les obsèques de Hossein Aït Ahmed auront lieu le 1er janvier 2016 dans son village dans la province de Tizi Ouzou. Le pouvoir algérien a choisi de lui réserver un deuil de 8 jours des obsèques nationales, un hommage digne d'un chef d'État. Hossein Aït Ahmed était le dernier des 9 personnages historiques qui ont décidé en 1954 de déclencher la lutte pour la libération de l'Algérie, alors que le pays était encore une colonie française. Il est décédé à l'âge de 89 ans.
Ramadi, ville à l'ouest de Bagdad, libérée ce lundi selon l'armée irakienne. Une victoire militaire qualifiée d'étape majeure pour le gouvernement irakien par le président français François Hollande. Après Tikrit, Baïdji et Sinjar, c'est une nouvelle ville qui est reprise à l'organisation de l'État islamique en 2015. Des toits arrachés, des façades éventrées, des amas de débris et même des bateaux et voitures transportés. Les habitants du nord du Texas ont découvert des scènes de dévastation en se réveillant dimanche à la suite de violentes tornades qui se sont produites au sud-est des États-Unis. Au moins 43 personnes y ont laissé la vie, avec 11 décès. La région de Dallas au Texas est la zone la plus touchée. Enfin, l'Amérique du Sud, où près de 170 000 personnes ont dû être évacuées avant Noël en cause de terribles inondations. Les violentes intempéries provoquées par le phénomène météorologique El Niño durant cette semaine de Noël ont principalement touché le Paraguay, où la crue de la rivière du même nom ont provoqué l'évacuation de 130 000 personnes. 4 y sont décédés à la suite de chutes d'arbres. La capitale Asunción, qui compte 1,5 million d'habitants, a été privée temporairement d'électricité. En Argentine, les crues du fleuve Uruguay ont fait 2 morts et provoqué l'évacuation de 20 000 personnes dans le nord-est du pays. Le fleuve Uruguay a également fait des dégâts au Brésil et en Uruguay. Sa crue a provoqué l'évacuation de 9 000 personnes dans l'État brésilien du Rio Grande do Sul. Basketball, les championnes d'Afrique ont été honorées cet après-midi par le chef de l'État. Chacune a reçu, en plus d'une prime de 10 millions de francs CFA, une maison d'une valeur de 20 millions de francs CFA. Le chef de l'État en a profité pour annoncer la construction du complexe sportif à Diamniadio, compte rendu de la cérémonie signée Pape Faraning et Tierno Laurent Mendy. Comme il l'avait promis, il l'a fait. Le président a honoré les champions d'Afrique 2015 à hauteur de leur performance. Le président Macky Sall n'a pas lésiné sur les moyens. En plus de vos primes entièrement versées, je l'espère, monsieur le ministre, et totalement. Alors, je mets à votre disposition 20 appartements de 4 pièces chacun, et chacun pour une valeur de 20 millions de francs. Chaque appartement est bâti sur 120 mètres carrés. Et tous les frais y afférents sont déjà payés, frais de notaire, frais de tout ça. Vous venez, vous déposez vos bagages. De plus, à chacun des 27 membres de la délégation officielle, il sera alloué une somme de 10 millions de francs CFA. Une grade de commandeur et du chevalier de l'Ordre national du Lion ont été décernés pour magnifier la bande à Aya Traoré, très satisfaite de ces distinctions. C'est un immense plaisir et on est vraiment content d'avoir reçu ces généreux cadeaux du président de la République. Ça pousse plus à persévérer pour le Sénégal, pour notre peuple, pour mettre notre peuple en haut de l'Afrique. Et voilà, et grâce aux anciennes, grâce à nous, il va y avoir le Palais des Sports. Donc franchement, voilà, on ne pouvait pas attendre mieux. Cérémonie et on est toutes contentes aussi parce que franchement, on ne s'attendait pas à ça et ça fait plaisir et on remercie beaucoup le président de la République et en même temps aussi il a encouragé les jeunes parce que si eux qui sont derrière nous, ils ont vu ça aujourd'hui, ils vont donner à fond ce qu'ils ont fait et merci encore une fois. Une occasion pour le chef de l'État d'annoncer la construction d'un complexe multifonctionnel à Diamniadio pour consolider les résultats. Je saisis l'occasion pour confirmer ici la décision d'ériger sur le site du nouveau pôle urbain de Diamniadio un palais des sports. Un palais des sports multifonctionnel où le basketball occupera naturellement une place digne de son nom. Une cérémonie en présence de toutes les personnalités de la République face à des lions sur le 31, des anciennes lions aussi, en présence aussi de leurs parents, avec l'animation de la fanfare nationale. La cérémonie s'est terminée par un cocktail dans la cour du palais.
Et à présent, la rétrospective sociétale de l'année 2015, une année marquée par la démolition des maisons de la cité Tobago, l'interdiction de vendre des sachets plastiques, mais aussi par le remplacement de l'entente Kadakar par la nouvelle structure pour la gestion des déchets solides, l'UCG. Beaucoup de mairies se sont également illustrées à travers des opérations de déguerpissement. C'est le cas à la mairie de Dakar Plateau où plusieurs activités d'assainissement ont été réalisées. Maïmouna Ndiaye. Tout est parti des affrontements entre volontaires de la mairie de Dakar Plateau et les marchands tabliers de Petersen. Ces derniers ne voulant pas être déguerpis, Alundo et ses hommes plus que déterminés à poursuivre cette opération. Conséquence, un violent incendie frappe une partie du marché, une vingtaine de cantines partent en fumée. Des blessés sont enregistrés. À qui la faute? Les deux camps se rejettent la balle. Nous sommes le 13 juin 2015. Ceci n'est que le début d'un combat qui va durer des mois. Le rond-point Petersen est surveillé en permanence par les forces de l'ordre. Le 9 juillet 2015, le maire de Dakar Plateau est auditionné au commissariat central de Dakar. Ses collègues maires et ses militants se mobilisent. La guéguerre se poursuit. Certains des commerçants refusent toujours de rejoindre le nouveau centre commercial Félix Eboué. 2015, c'est aussi une année de vive tension au marché des HLM entre le maire Babacar Sadirsek et les marchands. L'opération de déguerpissement ne sera pas facile. Le maire dit s'inscrire dans la logique d'assainir sa commune, rendre les rues plus attrayantes. Seulement les tabliers ne l'entendent pas de cette oreille. Ils affirment n'avoir nulle part où aller. Dans cette dynamique de rendre la capitale plus propre, la gestion des ordures est transférée à l'unité de coordination des déchets solides, décision annoncée le 26 octobre par le ministre de la Gouvernance locale, du Développement et de l'Aménagement du territoire. La situation d'insalubrité résulte essentiellement des dysfonctionnements du dispositif de collecte, de retard dans le paiement des factures des concessionnaires, mais aussi des conflits répétés entre ces derniers et l'entente Kadakar. En conséquence, toutes les parties prenantes à la gestion des déchets solides, de même que les populations, manifestent leur grande insatisfaction. Moussa Tine et des syndicalistes comme Madanissi se font entendre. La direction générale de l'entente Kadakar saisit la Cour suprême pour dénoncer le manque de considération et de concertation. Pour le secrétaire général du syndicat national des travailleurs du nettoiement, le projet est conçu pour nuire le maire de Dakar, candidat supposé à la prochaine présidentielle. Autre mesure qui n'a pas fait l'unanimité cette année, c'est l'interdiction des sachets plastiques. L'épaisseur exigée inférieure ou égale à 30 microns, d'après le ministre de l'Environnement. Après le vote de la loi le 21 avril 2015, l'effectivité était prévue au mois d'octobre. Jusque-là, consommateurs et commerçants exigent une politique d'accompagnement. 2015, les habitants de la cité Tobago ne l'oublieront pas de sitôt. Des maisons détruites, les villas ciblées empiètent sur la zone aéroportuaire selon la direction de l'urbanisme et de l'architecture. Les responsables passent le 25 août devant le juge. Les propriétaires, quant à eux, renoncent à engager des poursuites. Toutefois, ils chiffrent le préjudice entre 6 et 7 milliards de francs CFA. En 2015, l'organisation du pèlerinage a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Un véritable fiasco. Beaucoup de pèlerins bloqués au hangar n'ont pu effectuer le Hajj. Et pour les pèlerins qui ont pu partir, tous ne sont pas revenus en vie. Ce pèlerinage aura marqué les mémoires. À Mina, plus de 2000 personnes sont mortes lors d'une bousculade mortelle. La catastrophe la plus meurtrière de l'histoire moderne du Hajj. Retour sur les événements avec Maïmouna Ndiaye. Plus de 1400 morts déclarés dans une bousculade à Mina, en Arabie Saoudite. Du côté du Sénégal, le bilan officiellement arrêté à 62 morts.
Déjà, des couacs ont été notés au départ des pèlerins au lieu saint de l'islam. Des femmes, des mamans qui sont en train de tomber en syncope parce que tout simplement, ils ont mis beaucoup d'argent, ils ne parviennent pas à partir et l'État n'est pas en train de dire la vérité. Le 17 septembre, sur 200 pèlerins, environ 90 ont pu rejoindre la Mecque, le reste laissé à eux-mêmes, fustige le manque d'organisation. Il faut que l'État soit responsable parce que le pèlerinage c'est sacré. À chaque fois, nous devons foyer. Ils décident par ailleurs de manifester pour se faire entendre. Avant cela, les pèlerins avaient dénoncé la cherté du package fixé à 2 650 000 francs CFA. Alors qu'en 2014, le prix était à 2 450 000 francs CFA. Une nouvelle politique pour la gestion du pèlerinage est préconisée. La rétrospective 2015 marquée également par une rude bataille entre gouvernement et syndicats. Au cours de cette année, 2 mois de grève ont été observés par les syndicats d'enseignants, des grèves qui ont sérieusement impacté sur les résultats du BFM, du baccalauréat ou du CFE. L'affaire des 190 élèves maîtres radiés aura également marqué cette année 2015. Rétrospective avec Alassane Ba. Tout est parti d'une mission de contrôle de l'inspection interne du ministère de l'Éducation nationale. Les conclusions avaient révélé que plusieurs notes ont été gonflées. 690 élèves maîtres épinglés sur les 2545 admis. Leur admission annulée le 24 juillet 2014. Ces derniers nient en bloc et s'attaquent à la décision ministérielle. Un recours en annulation introduit à la Cour suprême. La grande juridiction donne gain de cause aux élèves maîtres, mais cette décision ne fera pas reculer Serigne Mbaye Thiam. Le ministre reste ferme sur sa décision et obtient le soutien du chef de l'État Macky Sall et des parlementaires. Autre fait qui a marqué le système éducatif en 2015, le bras de fer entre le gouvernement et les syndicats d'enseignants. Au mois de février, le grand cadre déroule son plan d'action, débrayage, grève et marche pour réclamer l'application du protocole d'accord signé avec le gouvernement le 14 février 2014. Alignement de l'indemnité de logement, validation des années de vacataria, entre autres revendications. La désinformation de l'opinion publique ne pourront briser notre élan, encore moins saper la dynamique que nous avons engagée. Vraiment. Camarades, c'est cette année ou jamais. Une détermination qui nous plonge dans 2 mois de grève. Élèves et parents d'élèves ne savent plus où donner de la tête. Des médiateurs sont engagés. Le gouvernement tente de dissuader les syndicats et effectue des ponctions sur les salaires du mois d'avril. yoon moo maye ku mu neex nga dem grève yoon tamit moo ne bés yi nga xam ne da nga banque sa loxo liggéeyoo kenn waru la koo fay. Le 30 avril, après des heures de négociation, un accord est enfin trouvé entre les deux parties. Le Premier ministre avait donné des instructions très fermes. Donc ces instructions ont été consignées dans le procès-verbal qui a été signé, qui est en cours de signature. Une décision qui sera également à l'origine de l'éclatement du grand cadre en deux, un dirigé par Abdou Fati et un autre par Mamadou Lamine Dianté. De nouvelles perturbations seront annoncées après le réaménagement du calendrier scolaire. Finalement, les examens ont été tenus les 1er et 2 juillet pour le certificat de fin d'études élémentaires, le 20 juillet pour le bac et le 27 pour le BFM. N'empêche, les conséquences sont là. Résultat catastrophique. Les taux de réussite seront de 31,3% pour le bac, 43,20% pour le BFM et 37,87% pour le certificat de fin d'études élémentaires. Alassane Ba, Maïmouna Ndiaye, merci à toi également Léa. Merci chère Tidiane. Voilà, prochain rendez-vous pour l'information, ce sera 0h avec le tout en image. Mais en attendant, la suite de la permanence avec Zeyna qui est déjà en place. Zeyna, bonsoir. Bonsoir, le duo du 20h.